Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Et c'est comme ça que vous aimez les grandes gueules, évidemment. Je posais la question parce qu'il disait que c'est un contrat bien ficelé. Je dis ne pas crier aux victoires. Oui, hein, oui, tout à fait. Il faut pas crier aux victoires parce que on a vu ce qui s'est passé à Bokeh. Et justement, mais ce qui est important, c'est un travail qui a été bien fait. Ça, il faut le reconnaître. C'est un travail qui a été bien fait. Et d'ailleurs, c'est un accord cadre. Et justement, c'est une façon de parler. Oui, tout à fait. De ne pas vite crier victoire. Voilà, c'est une façon parce qu'on sait que les conventions souvent sont pas respectées aussi dans ce pays. Après, j'ai donné l'exemple de Bokeh comme ça, où j'ai dit qu'il y a aussi des accords qui ont été bien ficelés, sauf que l'application sur le terrain fait défaut. Parce que le respect, par exemple. Les enfants ce matin qui offrent un bonbon après qui récupèrent. Non, j'ai déjà retiré mon bonbon à lui depuis le matin. On avait un enquêteur ici, il pouvait venir avec des piles de dossiers, il occupe toute la table et à la fin il n'a rien. Allez-y. Alors je disais par rapport à l'accord cadre, et moi au moins je suis venu avec un bout de notes, mais avec beaucoup de contenu, Alors justement, parce qu'il y a un accord cadre qui est sorti, ça veut dire que la convention de base avait des problèmes. Parce que ce que moi je ne peux pas comprendre, c'est qu'on parle du Simandou, la mine Simandou, en fait c'est le plus grand projet minier jamais vu sur les 20 prochaines années, dans le monde entier, vous imaginez. C'est énorme. Et comment on peut faire une convention sur un projet qui va profiter à cette génération, aux générations futures, sans tenir compte de l'intérêt de la Guinée et de ses fils dans cette convention. À l'époque, vous vous souvenez, quand la convention est passée à l'Assemblée, moi j'avais révélé quand même l'impact pour dire à nos députés que vous avez fermé les yeux sur cette convention, mais ça peut avoir des conséquences. Avait-il le choix aussi? Et parce qu'il y a des dessous de table. Voilà, il y a des dessous de table. À l'Assemblée, c'est les lobbying. Hein? Justement, c'est des lobbying. Ça avait été appelé un samedi. Voilà, et fort malheureusement, ils l'ont adopté. Mais sauf que heureusement, Doumbouya a mis une commission en place qui est quand même pièce par pièce, qui a étudié la convention. Et c'est dans cet accord cadre qu'on a révélé un peu ces manquements par rapport à la Guinée. Par exemple, le premier point, lorsqu'ils disent que la Guinée avait 0%, vous imaginez dans l'exploitation du chemin de fer. Et c'est un chemin de fer long de 670 km quand même, qui va partir de Beila à Forikaria, dans Morbaya, parce que c'est là-bas va se trouver le port en eau profonde. Et ce port-là aussi va être construit. Donc imaginez-vous, sur 35 ans, dans l'exploitation de ce chemin de fer, la Guinée avait 0%. Incroyable. Et ça veut dire qu'on allait amasser des fortunes dans notre pays parce que les ressources du sol et du sous-sol appartiennent au peuple qui abrite ces ressources. Et donc les Guinéens n'allaient pas tirer profit. Donc la commission a dit attention, il faut que la Guinée ait quand même une part dans l'exploitation. Donc c'est ce qui a amené cette entrée, il faut rappeler, qui est gratuite et non diluable. Donc ça veut dire que la Guinée ne paye rien, mais c'est nous qui fournissons les choses. Donc il y a quand même un avantage pour nous. Il n'y a jamais de gratuité, mon cher. Oui, mais quand même nous avons les ressources. Et ça d'abord, je pense que c'est ce qu'on va exploiter. Donc la Guinée, c'est dit dans l'accord 4 que ça va être non diluable et donc c'est une entrée gratuite. Donc justement, voilà, c'est ce qui est dit dans l'accord 4. Et donc ça, ils sont obligés de... Voilà, non diluable. Donc ils sont obligés de le respecter. Donc ça veut dire qu'on a 15%, Rio Tinto Sinfer à 45%, et Winning Consortium à 45%. Donc sur les 5%, nous avons 15%. Et ce qui est avantageux dans tout ça, c'est que la gestion, justement, voilà. Oui, justement 35. Alors donc ça veut dire que nous aurons, et lorsque les actions vont être mises en place, une entreprise va être créée. On va créer une entreprise et c'est cette entreprise qui aura la latitude de gérer le chemin de fer. Et imaginez, l'entreprise va être gérée par la Guinée, par l'État guinéen. Donc ils ont créé en tout cas des actions et l'entreprise va être créée et cette entreprise sera gérée par l'État guinéen. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Deuxième chose, c'est par rapport un peu au chemin de fer. Parce qu'on avait dit que sur les 35 années, et il y avait un problème parce que Rio Tinto même allait payer l'utilisation du chemin de fer. Parce qu'au début, c'était seulement Winning qui allait réaliser le chemin de fer et Rio Tinto allait payer s'il veut exploiter le chemin de fer. Rio Tinto devait payer, mais on a cassé cela. On a créé une co-gestion entre les deux, c'est-à-dire un co-développement. Donc cette fois-ci, les deux peuvent exploiter le chemin de fer. Maintenant, sur les 35 années, dès après le chantier en 2024, la Guinée va commencer à utiliser au même titre que les autres. Donc pour le transport des personnes,
pour le transport des marchandises, bien, hein. pour le transport des minerais de fer. Donc ça veut être en tout cas multi-utilisation et surtout multi-service. Donc ça veut dire que c'est pas que le chemin de fer. Donc ça a un avantage pour nous parce que ça va désengorger un peu Exactement. la Guinée. Moi qui parle de train à chaque fois. Hein. Justement, du point de vue transport, ça va amener aujourd'hui l'État guinéen. Ouais. Parce qu'il faut préciser, est-ce que ce chemin de fer servira d'autres... Justement, c'est ce qui est prévu dans l'accord cadre. Pour le transport, non. Dans la convention de base, sur les 35 années, c'était seulement pour le minerai de fer. Ouais. Maintenant, dans l'accord cadre, cette fois-ci, on dit qu'on rend un peu multi-service et multi-utilisation. Ça veut dire que demain, et les personnes, des TGV, justement, voilà, donc et les personnes, et les marchandises, et les biens, ils vont l'utiliser. Et mieux sur les 35 ans, parce qu'on avait dit c'est après 35 ans qu'on allait l'utiliser, mais cette fois-ci, dès après la construction du chemin de fer, la Guinée va commencer à utiliser ce chemin de fer. Excuse-moi 2 secondes. Excuse-moi 2 secondes. Lamine, TGV où? TGV où? Parce qu'on dit que, je veux dire, là, ça sera multi-usage. Tu es un rêveur, mon garçon. Comment ça, je suis rêveur? Mais tu sais que pour le TGV, il faut quand même construire des rails spécifiques. Voilà. On en est loin. Que Si déjà on a des rails qui datent des années 50 façon construction, on pourra dire alhamdoulilah. Et toi, tu veux un TGV. Non, mais on est en Guinée. On est en Guinée. Non, mais c'est une nouvelle construction. Ça veut dire, Madame Hiro. Ça veut dire, Madame Hiro, que tu pourras prendre ton véhicule, aller à Forécaria vite fait, prendre le train, aller faire une émission à Espace Zérécoré et revenir. Bien. Donc je disais sur l'actionnariat. sur l'actionnariat, par exemple, que l'administration, c'est la Guinée qui va gérer l'entité qui sera mise en place pour le chemin de fer. Donc ça, c'est un avantage. Et pour finir, parce que dans la convention de base, il n'y avait pas un calendrier précis sur les travaux. Donc cette fois-ci, on subordonne un peu les travaux par rapport au respect d'un délai. Et le délai est quand même adossé à une sanction. C'est-à-dire que lorsque vous ne respectez pas le délai d'exécution, on peut vous retirer le titre. Ouais. La licence. Donc on vous retire la licence. Donc ça veut dire que dans la convention de base, était un peu vague sur tout cela. Maintenant, la grosse question aujourd'hui que l'on se pose, c'est l'impact en termes d'emploi, direct et indirect, mais aussi l'externalité, parce que ça va être dans une zone où ça va créer du commerce pour les femmes, et surtout ça va avoir un impact pour les jeunes. Et pour finir, ce qui est aussi important, c'est le contenu local, parce qu'on le dit souvent, et il y aura le transfert de la technologie, parce que les jeunes Guinéens qui seront formés, donc c'est une aubaine pour Alpha Bakar, qui doit aujourd'hui aller vite vers la réorientation des filières dans ces écoles professionnelles pour qu'on ait quand même une main-d'œuvre locale qui peut être recrutée de ce côté, mais également pour les sociétés guinéennes qui auront quand même la capacité de co-gérer ces entités, parce que c'est dit dans l'accord cadre par rapport à l'exploitation du minerai de fer. Voilà, Tamba, Zakari, Milimono, on s'intéresse toujours, on en parle. Cet accord cadre, mon cher ami. Oui, absolument. Mais moi, je voulais faire un petit focus sur le Simandou. Un petit focus pour surtout rappeler les guerres que l'on a enregistrées sur ce grand gisement. Djiba le disait, c'est le plus important gisement de fer en Afrique. En Afrique. Et ça, c'est important de le dire, encore non exploité. Et dans le monde, pourquoi pas aujourd'hui. Je veux rappeler que le Simandou est fait de plusieurs blocs exploitables. Vous vous souvenez des blocs 1, 2, 3, 4 à l'époque où il y avait beaucoup de sociétés qui se retrouvaient. Rio Tinto Simfer, dont on est, pardon, on est assez, voilà. Donc Rio Tinto Simfer, dont on est en train de parler aujourd'hui, avait déjà accédé à ce bloc, à ces blocs en l'occurrence. Finalement, ils vont être pris et attribués à Valais, et puis derrière rétrocéder à Rio Tinto, et ça c'est autour des années Alpha Condé entre 2014 2016, au 4 juillet 2016, lorsque Rio Tinto prend la décision d'officialiser sa renonciation, si vous voulez, à ce projet-là. On en connaît les impacts. Mais revenons très vite à BSGR, Benit Stedmeds à l'époque. Un procès qui a d'ailleurs couru jusqu'à tout récemment. Les blocs 1 et 2, qui commencent en 2005. Il commence la procédure en 2005, puis en 2008, finalement, il va accéder à ces blocs 1 et 2 du Simandou. Alors, ce qui va faire un problème à l'époque, c'est que le professeur Alpha Condé, il arrive, il prend la décision, contrairement au CNRD qui a dit on ne va rien toucher aux conventions minières existantes, les sociétés minières peuvent continuer à exercer, nous on veut s'occuper de la transition et des choses les plus urgentes. Alpha Condé revisite donc ces contrats-là, et puis un souci va émerger tout de suite, et pour cause bien entendu,
un gisement, tenez-vous bien, lorsque Alpha Condé, donc la gouvernance dernière, réussit à avoir cet accord avec Rio Tinto, à l'époque, c'était 20 milliards de dollars. Et ce projet avait été présenté comme le projet du siècle. 20 milliards de dollars, c'est au moins 7,5 milliards de plus-value sur le chiffre d'affaires de Rio Tinto. S'il avait été exploité, c'est 5,6 milliards de dollars en plus sur le produit intérieur brut à l'époque. Oui, mais sauf que la Guinée était lésée dans un certain nombre de cas. Malgré le fait que la Guinée à ce niveau-là, lésée, oui. c'est un peu vous dire à quel point c'était véritablement un vrai projet, une véritable aubaine. Alpha Condé s'en s'était vanté. Dr Ibrahima Kassori Fofana aussi, on les a entendus sur ce dossier et tous, nous étions contents de dire mais 20 milliards de dollars, ça va changer la Guinée. On pourra accéder à de meilleurs services grâce à cela. Mais tenez-vous bien, pour un tel projet qui allait apporter autant de bénéfices à Rio Tinto, tenez-vous bien, ils l'ont acquis à 160 millions de dollars. Wow. 160 millions de dollars en 2008. Si l'on y ajoute, c'est encore la justice qui le dit, les 10 millions de dollars qui auraient été versés à Kadia Toussaint Conté pour pouvoir démarcher d'autres acteurs, pour pouvoir démarcher et obtenir le gisement, donc l'accord cadre, l'obtenir de cette façon-là, il faut... Mamadi Touré. Alors, donc obtenir ça, c'est 2008. Finalement, on se dit, il faut revisiter cet accord-là. Mais Lamine, en juin 2016, Rio Tinto va quand même présenter une étude de faisabilité à la Guinée. Et ça va avoir un contre-coup. Le premier impact de cela, c'est que les actions en bourse de Rio Tinto vont être revalorisées. Mais étant donné que les cours du fer sur le marché international étaient en chute libre, Rio Tinto va donc présenter cette étude de faisabilité. On va se dire, ah bien, ça c'est un acteur économique qui compte désormais, ça va booster son action en bourse, sauf que ils vont commettre, et ça c'est un calcul, l'économiste est là, il nous en dira ce qu'il en est, mais c'est un calcul économique intéressant, que Rio Tinto va faire une belle affaire. Ils disent, on ne peut pas exploiter ce gisement-là, tenez-vous bien, juin 2016, on présente l'étude de faisabilité, on se dit ça va commencer, et puis plus loin, parce que attention, on nous parle de 100 millions de tonnes par an pendant 40 ans. Pendant 40 ans. 100 millions de tonnes de fer par an pendant 40 ans. Vous multipliez ça, ça vous donne du tournis. C'est beaucoup d'argent que Rio Tinto présente de cette façon-là. Et donc, ils ne vont pas exploiter le gisement. Alpha Condé, qui exultait, qui était heureux de brandir cela comme un trophée de guerre, se retrouve le bec dans l'eau. Finalement, il ne peut pas utiliser les grandes ressources qui ont été annoncées. On nous avait dit les routes, les autoroutes vont être financées par ça, les écoles, la santé, il y aura beaucoup de projets, chemin de fer, tout ceci va être construit. Finalement, il n'en est rien. Il faut donc... Et Rio Tinto va d'ailleurs coter les études en bourse. Ils vont lever des fonds pour financer d'autres projets. Exactement. Ils vont lever des fonds grâce à cela pour développer les gens qui connaît bien ce dossier, Roby. Merci. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Juste, Tamba, excuse-moi. D'où l'exigence d'Alpha Condé à l'époque de taxer à hauteur de 700 millions de dollars Rio Tinto. Allez-y. Voilà. Et donc, finalement, rien n'y fait en raison des cours qui sont là. Rio Tinto annonce le 4 juillet 2016 qu'ils ne pourront pas... cette histoire, bravo. Je risque de voler le tien. Donc oui, c'est mieux. Donc le 4 juillet 2000, non mais c'est bon, je pense que c'est réglé. Le 4 juillet 2016, Rio Tinto va annoncer qu'il renonce à l'exploitation de ce gisement de fer tout en le gardant. Ouais. Tout en le gardant. Et on connaît la suite. C'est au moins 500 employés qui se retrouvent dans les rues. Peu après, c'est-à-dire quelques mois après, 500 employés se retrouvent dans la rue, ici même à Conakry, au siège de Rio Tinto, devant toutes les instances pour dire il faut quand même nous payer. Parce qu'il y avait cette histoire de paiement, de plan social, de libération des employés. Pendant tout ce temps, rien n'y faisait. Et puis donc, arrivé à ce niveau, Lamine, je pense qu'il faut quand même saluer ce qui se passe. Ce qui se passe là. Un premier atout, il peut paraître banal, mais on vous dit, le chemin de fer, il va être construit, et dès que le produit va être livré, la Guinée devient gestionnaire de ce chemin de fer. Ça vous rappelle quelque chose forcément? Quand Russell dit,
pour le moment, aucun train ne va Ouais, passer le train chez ne nous. passe, oui. Ça reste une bonne nouvelle de savoir que la Guinée va pouvoir gérer quand même une voie qui pratiquement traverse la Guinée Et le port en deux. Et donc, c'est quelque chose de très bien qu'il faille saluer. À mon avis, c'est une très très bonne chose. Au-delà de l'emploi dont parlait Guiba, qui reste quand même quelque chose d'intéressant, la Guinée va quand même participer aussi au capital. Et pourquoi pas sur la question du contenu local, parce que c'est central. On aura des gens qui seront formés et c'est une aubaine pour Alpha Bakar. S'il va bien s'en saisir, et d'ailleurs il sait le faire, c'est une aubaine pour lui de savoir que le contenu local, parfois on voit juste le financement des projets ou la participation. Mais on vous parle de co-construction. Bien. Sur le chemin de fer, on vous parle de co-développement. Les grandes gueules. Sur la question du contenu de local, c'est co-utilisation. de la formation pour les Guinéens, notamment pour ces métiers dont on aura besoin sur cela. À mon avis, ça reste quelque chose de fabuleux qu'il faut saluer aujourd'hui. Mais, deux questions persistent. Vous connaissez le mal de la Guinée. La première question, c'est comment on fait pour que toutes ces belles énonciations qui existent à l'intérieur de cet accord cadre puissent être actées. Ça, c'est une première chose. Parce qu'en Guinée, on peut bien se ficher de tous les Guinéens pourvu que l'argent puisse couler. Première chose. Deuxième chose, c'est la question environnementale. La question environnementale. Je rappelle que le Simandou, c'est quand même aux abords de la plus grande forêt de la République de Guinée. Un des poumons écologiques du monde entier. Vous connaissez les connexités qui existent entre cette forêt-là et celle amazonienne notamment, et qui permettent justement de maintenir un équilibre écologique et environnemental au monde. Il ne faut pas se leurrer. En touchant au Simandou, on va toucher à ces équilibres-là. Exactement, ça va toucher à ces équilibres-là. Qu'est-ce qu'on fait de la question environnementale? Ne faut-il pas dès lors réfléchir à une sorte d'unité exclusivement dédiée à la question environnementale sur le Simandou, parce que ce n'est pas que la Guinée qui est concernée. Ce type d'accord doit toucher à la stabilité écologique et environnementale, aussi bien ouest-africaine que mondiale. Qu'est-ce qui va être fait? Sans parler du fait que c'est quand même, la forêt est quand même identitaire en Guinée. Comment tout ceci va être géré? Moi, j'ai beaucoup de préoccupations, au-delà des questions économiques que je ne maîtrise pas. Justement, on tente de joindre à Fadi Ouazni pour essayer de nous éclairer évidemment sur cet accord cadre. Allez-y, mon cher Jacques Léo-Aleno. Oui, il y a quand même quelque chose qui ressort clairement dans ce qui vient de se passer. C'est que nous avions un gouvernement en place qui a remis en cause sur le même Simandou un contrat, donc c'était avec BSGR, et à l'époque on avait présenté Alpha comme celui qui est venu débusquer le plus grand voleur ou le plus grand voleur de la République sur les mines. Le procès va s'engager ici mais également à l'international. Finalement on finit par abandonner tout dernièrement lorsque Sarkozy va passer en Guinée. La Guinée décide d'abandonner. Justement. Et à l'époque moi j'avais... C'est un avocat, hein? J'avais dit, Les grandes gueules. le problème, c'est que je n'avais pas compris cela. Ah, ok. Et les économistes disaient... Et tu en sais quelque chose, on t'a vu avec lui. Hein. Les hommes d'affaires disaient... Sarkozy. Ben oui, c'est ton pote. Donc tu en sais quelque chose. Les grandes gueules. Puisque tu veux qu'on vende les Bon, mèches. on a vu la photo. Mais on a vu la vas-y, photo. c'est pas possible. Mais je me cache pas. Je peux terminer. Cette histoire. Donc tu en sais quelque chose hein, sur son avocature auprès de ce dossier. Allez-y. Le problème, c'est qu'il a... Roby, je vais te gifler, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Will Smith l'a fait hier. Les grandes gueules. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, on obtient comme ça cet accord de la part de la Guinée d'abandonner les charges à la Guinée, donc, de pouvoir mettre sur le marché ses ressources. Mais on vient quand même signer un contrat. Vous imaginez, Alpha Condé quitte le pouvoir le 5 septembre et déjà l'accord est remis en cause. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'on était sur le point de brader. Donc, le bradage qu'on a reproché aux autres, c'est la même chose qu'on a essayé de faire. Et on se pose maintenant la question, parce que vous imaginez, c'est souvent pendant les transitions qu'on découvre les failles de notre administration. Mais je veux dire aussi avec que... le CNDD, c'était la même chose. On s'est rendu compte que finalement, Friguia avait été bradé.
Et puis après, tout ce qui va suivre en termes de négociations, en termes de lutte, ça va aboutir à la fermeture de l'usine et puis on plonge dans une crise évidente qu'on est en train de vivre depuis toujours. Moi, je souhaite seulement que ce qu'on vient de faire ne se limite pas à cela, parce que la transition doit servir à cela aussi. C'est vrai, nous voulons des élections, mais si ça peut nous permettre d'aller au-delà tout simplement de la dénonciation, qu'on revisite les contrats, qu'on ne se limite pas à ce seul contrat, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on critique aussi du côté des bokeh. Beaucoup de choses en lien avec le respect du contenu local, avec le respect même des employés, le traitement qu'on fait de nos jeunes qui sortent des universités et qui partent chercher du boulot de ce côté. Et puis on soupçonne beaucoup d'autres commis de l'État de détenir des affaires dans ces entreprises et qui n'aident pas à ce que, bien entendu, les ressources soient partagées de manière équitable entre nous Guinéens. Je crois aujourd'hui qu'il faut aller au-delà de cette simple signature. Il faut veiller, parce que c'est là que je me pose la question sur les garanties. Quelles sont les garanties qu'on a aujourd'hui que dès lors qu'on a signé ce contrat, qu'il va entrer en vigueur et que le travail va commencer? La question, elle demeure à ce niveau, parce que tant qu'on ne voit pas les gens sur le terrain, il faut encore se dire qu'on est sur du papier. Voilà. Les grandes gueules, allez-y mon cher Ahmed. Mais je pense qu'il y a un message qu'on a envoyé aux Guinéens. C'est pourquoi il ne faut pas choisir n'importe qui à la tête du pays. Le CNRD va partir. C'est un projet qui va prendre une trentaine, j'ai dit 40 ans d'exploitation. C'est plus que le mandat de celui qui va venir ici. Il doit faire 2. Il fera, il fera ses 10 ans, il va partir encore. Il y a un autre qui va venir. Donc attention, il faut savoir faire le choix. C'est important. Donc ne supportez pas quelqu'un parce que vous avez tout simplement envie de le supporter, mais supportez parce que vous êtes sûr que cette personne-là pourra quand même pérenniser les bonnes actions mises en place. C'est vrai, depuis ce matin, on a tapé sur le CNRD, mais à ce niveau-là, franchement, il faut dire qu'il y a un boulot qui a été abattu. Il y a une légèreté dans la signature de ce contrat. On s'en rend compte. C'est vrai que ça avait été dénoncé, mais maintenant, on s'en rend compte qu'on peut avoir plus que ce qu'on avait même imaginé. Et Forêt-Caria, ça va aider la ville de Forêt-Caria. C'est aussi, ça va aider cette ville aussi sur le plan économique, parce que quand le train va envoyer les gens de ce côté, c'est vrai qu'on peut encore mettre des rails pour atteindre Conakry, ou quand on va faire l'autoroute, ça va permettre à ces gens-là, le trafic va augmenter de ce côté. Donc je pense vraiment que à ce niveau, il faut vraiment saluer. Mais ça ne devrait pas se limiter à cela. Il y a eu les mêmes légèretés dans la signature des contrats du côté de Bokeh et même dans d'autres villes. Il faut taper du poing. Mais si vous faites du faux, ben vous serez rattrapés. S'ils ont fait du faux, on ne dira pas parce qu'ils sont en train de gérer maintenant qu'il faut les caresser dans le sens du poil. Il faut remettre ces contrats sur table, qu'on puisse les voir. Si la Guinée est lésée à un certain niveau, que cela s'arrête. On a eu des discussions ici, comme vous l'avez signalé, avec la société russe concernant la gestion des rails. Parfois, le matin, il y a Conakry Express qui retarde tout simplement parce qu'ils font exprès de mettre le train en retard pour empêcher Conakry Express de sortir à l'heure. Et tant que le train ne passe pas, Conakry Express ne peut pas sortir. Et pendant ce temps, vous avez beaucoup de citoyens qui sont pénalisés de ce côté. Donc il y a aussi tous ces problèmes. Alors il faut les régler. Lamine, c'est vrai, comme il parlait de TGV, c'est vrai que c'est pas possible, mais ça nous permettra quand même de monter de bons trains. Au moins, non, voilà. C'est pas même si c'est la train de nuit. Calmez-vous, c'est pas ces rails là qui vont placer là, qui vont nous permettre de faire ça. Mais quand même, on peut trouver quand même de bons trains qui pourront nous permettre quand même de faire le trafic sur ce tronçon. Quand je me souviens encore une fois, et encore, ça me fait rire quand on parle de TGV en Guinée, quand je me souviens des rails, des trains plutôt pourris des années 60 que le ministre il est allé nous chercher, honnêtement j'ai pas bon espoir. Sur la question de l'environnement dont parlait Tamba, c'est important puisque la forêt c'est le grenier de la Guinée. Avec, je pense qu'un tel projet, ça peut avoir des conséquences incalculables pour l'économie guinéenne. Au moment où on parle de minerais, il faut penser aussi à l'agriculture, qui est l'avenir du pays. Je pense que l'État peut mettre en place une autorité qui aura pour mission exclusivement de veiller au reboisement dans ces localités. Par exemple, les taxes qu'ils vont payer sur l'environnement et tout, on peut prendre ces taxes-là pour pouvoir reboiser, créer une autorité spécialement pour ça. Je pense que ça peut pallier le problème. Merci beaucoup, Adiba. L'espoir est permis, madame? Oui, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer, mais en fait, moi, je pense à tous ces accords qui ont été signés. Par exemple, quand vous prenez la CBK, quand vous prenez la CBG, quand vous prenez Bokeh, ville économique,
spéciale. C'est comme ça qu'on avait dit. Zone économique spéciale. Vous vous rappelez, c'était le rêve qu'on nous a vendu en fait. Zone poussiéreuse spéciale. Ce pays est tellement riche, Lamine. Depuis combien d'années on exploite la bauxite sort de ce pays? Et pour quelles conséquences? Pour quelles conséquences? La destruction de l'environnement. Du côté, partez à la zone qui abrite la CBK du côté de Kindia. Quelquefois, il n'y a pas d'école. Vous avez c'est devenu une zone aride complètement. L'exploitation a tellement joué sur les habitations. Moi, je voudrais, c'est bien de signer des contrats, des conventions. Ce pays est tellement riche que on n'aurait pas, les jeunes Guinéens ne devraient pas avoir besoin de prendre le désert, d'aller dans la Méditerranée. On aurait pu rester ici, travailler, gagner notre vie parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. Il faudrait. Ces conventions, c'est bien de les signer, mais il faut penser à la répercussion sur la vie des citoyens, au plan local. En fait, la gestion, qu'est-ce qu'il en sera fait? Je pense que ce serait bien qu'on mette tout ça sur papier, de sorte que tout se passe de façon Ce que Yero dit, c'est vrai, c'est important. Mais Yero, prenez la ville de Sigiri. Cette ville-là, moi je suis jamais parti à Sigiri, j'ai vu que des images. Mais si vous savez ce que Sigiri gagne chaque année à travers l'entreprise minière, la société Anglo-Gold qui se trouve de ce côté, même la SMD qui se trouve à Dingirai, qui est à mi-chemin donc dans cette zone-là, paye aussi à la ville de Sigiri. Si vous Sigiri, c'est pas moins de Sigiri par an pour le développement local, c'est pas moins de 25 milliards. Justement, c'est pas moins de 25 milliards. Et qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien du tout. On bouffe et parfois c'est bouffé jusqu'à Conakry. C'est vrai. C'est bouffé jusqu'à. Non mais c'est toujours bouffé. On ne fait rien pour la population. Et après, on veut attaquer ces entreprises minières là pour dire non, justement, c'est pourquoi justement je suis contre certains qui s'attaquent directement à ces entreprises. Et on se souvient ici que dans la zone de Bokeh, ces sociétés minières ne sont pas venues d'elles seules pour s'installer. La preuve est qu'aujourd'hui on parle d'une convention tripartite, n'est-ce pas? L'État est engagé, mais la gestion des redevances qui seront payées et tout, qui va les gérer? C'est l'État guinéen. Mais c'est bien de se réjouir, mais en fait je suis sceptique par rapport à quoi? Parce que je sais qu'ils vont détruire l'environnement, les populations locales ne vont pas bénéficier, sauf je sais pas, peut-être qu'ils vont nous surprendre pour cette fois-ci. Malheureusement, on est dans une transition et la transition, il pose de bons actes parfois. Parfois, je le dis parce que ce matin, on était sur de mauvais actes qui ont été posés. Mais après, il y aura un régime qui va venir. Nous savons que la Guinée, en fait, la corruption, c'est une gangrène qui est là. On aura du mal à s'en départir. Et je me demande si c'est pas une sorte de bradage qu'on va faire encore. Nos ressources vont partir, mais après, il y aura peu de conséquences sur la vie des populations et ce sera dommage. On pourrait mettre des garde-fous, faire en sorte que la gestion puisse changer. Mais ça m'étonnerait que cela se fasse. C'est bien déjà qu'on ait un chemin de fer parce qu'on en a arraché un autre, Conakry et Kankan. Ce serait bien qu'on en ait un autre, c'est peut-être sera un signe, un bon signe vers le développement, parce que le développement passe par les infrastructures routières, la voie ferrée, ferroviaire, ainsi de suite. En Guinée, on n'en a pratiquement pas, ce qui fait que les citoyens sont en train de souffrir entre Kagbeleng et Conakry, avec Conakry Express, alors que dans d'autres pays, tout passe par la route, par les moyens de communication, les voies de développement. S'il n'y en a pas, on ne peut pas avancer. Je suis d'accord. Allez-y, Antoine. Oui, je vois de l'optimisme ce matin dans ce studio. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté là aussi. Les grandes gueules. Allez-y, Antoine. Oui, je vois qu'il y a de l'optimisme dans ce studio. Tout le monde apparemment semble content de ce contrat. C'est bien beau. Mais je vous rappelle que ce n'est que théorique pour l'instant. Théorique. Ce n'est que théorique. On en parle. Oui, l'accord n'est que théorique. J'attends de voir l'application pour... Il faut bien que ça commence par là. Les grandes gueules. Il y a tellement de documents qu'on a signés dans ce pays. Il y a eu tellement de conventions. Et ce qui est concret, c'est la pratique sur le terrain. C'est bien beau de vous réjouir. Avant que tu ne parles dans le micro, tu as commencé par écrire à l'école. Laisse-le finir, s'il te plaît, Roby. Franchement. C'est bien. Bravo de te réjouir, mais permettez que je garde mon pessimisme. Parce que moi, à ce niveau-là, c'est ton droit. Sous l'ère Alpha Condé, on nous a miroité beaucoup de choses. On a signé des contrats, des conventions ici. Le peuple s'en est réjoui. Par après, sur le terrain, on n'a rien vu du tout. Sur le cas des mines, surtout sur le cas du Simandou, moi, ce que je déplore, et ça c'est sous l'ère Alpha Condé, c'est la manière par laquelle Valais est parti. Valais est parti après qu'il y a eu le sang qui a été coulé. Les grandes gueules. Du côté de Zogota, à Zogota, j'ai été sur le terrain, je sais ce que j'ai vu là-bas. Jusque là, le dossier est à la justice, ça n'a pas été tranché encore. Mais
On nous apprend. Parce que devant la Cour de justice, non, non, je parle de la Guinée. En Guinée, l'État ne s'exécute pas. Il y a eu des Les assises grandes gueules. à Zélékoré. On a retiré le dossier du bloc qui était là. Jusque-là, il n'y a pas eu de justice autour de ce dossier-là. On nous apprend des choses par rapport à ce qui s'est passé. Il faut que justice soit faite. À Zélékoré, à Zogota, on a, selon ce qu'on nous apprend, il y a eu des manifestations contre le fait qu'on n'emploie pas les natifs de la ville dans les mines. La manif avait lieu dans le village et par surprise, on a vu qu'il y a eu un soulèvement du côté du siège de Vallée où on a tout saccagé. On a saccagé même l'unité centrale qui appartenait à Vallée. On ne sait pas où c'est parti. On a eu l'impression qu'il y a eu de l'infiltration de personnes en vue de mettre en mal la société et les villageois. Et ce jour-là, vous avez vu la représaille ou les représailles. On a vu des militaires faire une descente tardivement la nuit. On a tué les villageois à l'époque. On a fait une force commune pour les enterrer. Jusque-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu justice. Si des années après, on nous apprend qu'il y a de nouvelles conventions où on a retiré ces blocs des mains de BGR, c'est BGR qui... C'est BGR, je crois bien. Oui, ça c'est déjà passé. Mais s'il y a de nouvelles conventions autour de ces mines du Simandou et que j'apprends qu'il y a espoir que demain la Guinée puisse bénéficier de ces... C'est bien beau de vous réjouir. Permettez que je rappelle ces faits-là. Je suis d'accord qu'ils me disent que c'est encore sur papier, mais il faut bien que ça commence par là. Je veux rappeler à Antoine que pour que son JOAS existe, il a fallu qu'il le mette sur papier. Non mais arrêtez, pour que son JOAS puisse être pratique sur le terrain hier au chapiteau, il a bien fallu qu'il le mette sur papier d'abord. Donc je veux dire que c'est pas en espoir. On est en train de dire qu'il y a un document, un contrat qui a été revu plusieurs fois, 3 fois je crois. Finalement on est arrivé à un contrat qui est meilleure solution pour nous. Il faut tout simplement mettre la pression sur l'État pour que ce soit pratique. Mais ne vous arrêtez pas à dire que c'est du papier, c'est du papier. C'est pas du papier seulement. J'attends juste un peu. Roby, j'espère que ça enregistré, c'est une archive. Et oui. On va garder. Oui. Demain je l'attends. Pour cette même convention-là, j'attends ce qu'il va dire. Je préfère pas que ça arrive, je veux que ça s'applique sur le terrain. Voilà. C'est pour ça que je dis, oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre la pression sur l'État. Non, pas du tout. Mais si. Non, Lamine. Tout projet commence sur papier avant d'être acté pratiquement. Mais ne dites pas seulement que c'est du papier. Je connais nos États, je connais les autorités. Généralement, on se réjouit lorsque c'est signé, mais c'est l'application qui fait défaut. J'espère juste que ce n'est pas de la poudre aux yeux qu'on nous fait. J'espère qu'il y aura du concret sur le terrain pour le bien des Guinéens, parce que ça fait des années qu'on ne réclame que ça. À Boké, il y a une vingtaine d'entreprises de sociétés minières qui évoluent là. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Qu'est-ce qui a changé à Boké? Justement, la ville aujourd'hui, c'est la plus misérable de Guinée. Boké. Ah ben je peux pas te permettre, Antoine, quand même. Mais non, Antoine, je ne peux pas me permettre, c'est pas possible. C'est pas la ville la plus misérable de Guinée. C'est la plus misérable, la mine. Comment ça? Ah ben voilà. Allez, c'est Boké qui commande ici. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Bienvenue sur Radio Espace dans les GG. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. Mon colonel, nous avons entendu hier le procureur général à votre sujet. Il vous dit de rester dans les limites de vos responsabilités. Comment vous avez accueilli cela? Bon, merci pour cet appel, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle limite de mes responsabilités. C'est tellement énorme que je serais très surpris qu'ils comprennent ce que c'est qu'un haut commandant. Il parle de quelle limite? Bien, il parle de quelle limite? Alors, il parle de quelle limite? On va vous expliquer. On vous accuse de séquestrer parfois des cadres que vous interpellez. Très souvent, vous ne respectez pas la procédure en la matière. Vous appelez les gens par téléphone et quand ils arrivent dans vos locaux, automatiquement, ils sont séquestrés. On vous reproche de ne pas vous soumettre à certains principes édictés par la loi. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne pense pas que son problème se trouverait à ce niveau, quoi. C'est que nous, on est dans une dynamique aujourd'hui de s'efforcer à remettre tout ce qui n'avait pas, à remettre sur les rails tout ce qui n'était pas avant. La crise, c'est à propos de la relation entre les officiers de police judiciaire, le parquet général et les parquets d'instance. Chacun de vous a la possibilité de fouiller dans le code. C'est quoi un procureur général par rapport aux OPJ? C'est quoi un procureur d'instance par rapport à un OPJ?
La loi elle est claire là-dessus. Le directeur d'enquête, le gérant physique des OPJ sur le terrain, c'est le procureur d'instance. Le procureur général, il surveille l'activité de tous les enquêteurs, il surveille l'exercice de la police judiciaire dans sa zone de ressort. Mais imaginez un peu que chaque matin, il faut se réveiller en tant que procureur général pour dire tous les OPJ, demain ou ce soir, je vais vous voir. C'est pas moins de 300 à 400 personnes. Le problème, c'est à ce niveau. Et je suis bloqué là-dessus. Que les procureurs d'instance prennent leurs responsabilités, qu'ils gèrent directement les OPJ. C'est à eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent les activités des officiers de police judiciaire. Bien. Et lui, il a pour mission d'animer et de coordonner l'ensemble des activités de ces parquetiers. Bien. Mais ils sont tous écrasés à nos jours. Ouais. Mon colonel Bala Samoura en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Diba. Alors justement, mon colonel, les propos du procureur, je les reprends. Il dit « Le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Il ne doit interpeller ni convoquer. Ce n'est pas son travail. Il doit laisser la main libre aux citoyens et aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet. » Alors, quelle réaction? Est-ce que le haut commandement peut convoquer un citoyen? Si oui, c'est sur la base de quelle loi? Toute la crise, je répète une fois de plus, c'est le fait que je suis en train d'insister que ce soit les parquetiers qui gèrent les OPJ. Que ce n'est pas son travail. Tout le problème, c'est à ce niveau. Ouais. Donc c'est un problème de personne, en fait. Non. Hein? C'est un problème de personne à vous écouter ce matin. Mais c'est pas compliqué, l'ami. C'est pas compliqué à comprendre. Demandez à tous les OPJ. Au-delà. Demandez à tous les procureurs d'instance. Je pense qu'il comprendra et qu'il reviendra sur les meilleurs sentiments pour que les choses fonctionnent comme ça doit fonctionner et qu'on tournera cette page. Mais moi, je suis bloqué là-dessus. Les officiers de police judiciaire, ils ont pour directeur d'enquête tous les OPJ de Matoto, de Matam, relèvent directement du procureur de Mafanko. Tous les OPJ de Dixine, de Matam, relèvent du procureur de Dixine. Ceux de Kaloum également relèvent du procureur de Kaloum. Et lui doit coordonner l'ensemble de ses activités à travers ces parquetiers-là. Demandez à n'importe qui dans le couloir là-bas. Ils vont vous dire comment ça doit fonctionner. Bien. Colonel Bala Samoura en direct chez les juges. Allez-y, madame Yoro. J'ai l'impression que vous et Charles White, vous dites la même chose, mais seulement il rappelle que vous, est-ce que vous, c'est dans vos prérogatives, parce qu'on suppose que les OPJ, vous l'avez dit, relèvent du parquet et de certains procureurs que vous venez de citer. Le problème, c'est le fait que vous interfériez dans le travail qui est fait par les OPJ. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Même si vous supposez que derrière, il y a un débat de personnes, mais nous voulons éclairer ici la lanterne des auditeurs. Qu'est-ce qui doit être normalement? Vous, est-ce que vous avez le droit d'interférer dans le travail des officiers de police judiciaire? Madame, ce qu'il dit là, pour interférer, ce n'est autre chose qu'hier, il a convoqué tous les OPJ de Conakry, qui sont environ entre 200 à 300, sans aucun avis de réunion. Ça ne peut pas marcher. Les gendarmes, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité, nous travaillons avec le ministère de la Défense, nous travaillons avec le ministère de l'Administration dans le cadre du maintien d'ordre, nous travaillons avec le ministère de la Justice dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire. Si vous voulez, il n'y a pas moins de 4 départements qui travaillent avec nous. C'est les mêmes gendarmes. Vous ne répondez pas à ma question, mon colonel. Est-ce que vous avez le droit d'interférer dans le travail qui est fait par les officiers de police judiciaire? Je viens, madame, j'en viens. Tout ce dont je viens de citer comme activité, c'est les mêmes gendarmes. Imagine qu'un seul se réveille le matin, il convoque ces gendarmes-là. J'ai droit ou pas de m'interférer ou pas? Et au-delà de ça, en ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire, demandez à tous les procureurs quelle est l'autorité administrative ou judiciaire qui est le premier responsable du contrôle de la qualité des OPJ? C'est moi, c'est le commandant d'unité. Contrôle de qualité. La qualité du gendarme, du travail du gendarme, incombe en premier lieu au colonel Bala Samoura. Et quelle que soit la position du gendarme, qu'il soit sur le territoire national ou externe, je contrôle la qualité. Je me rassure que toutes les formations données aux gendarmes, les gens sont dans les règles de l'art. Ils sont en train de se comporter. Est-ce qu'ils sont en train de respecter la loi? Y compris dans les procédures judiciaires. On peut comprendre que vous soyez le haut commandant, par exemple, quand il y a l'autorité administrative, quand il s'agit de faire des déploiements, ainsi de suite. Mais dans une procédure judiciaire... Dans une procédure, je dois me rassurer, tant qu'il y a la possibilité sur tout le territoire national, est-ce que les délais de garde à vue sont respectés?
Est-ce que le gendarme est en train de faire ça, comme prévu, comme enseigné dans nos écoles? Ça, c'est mon travail à moi, ça. C'est pas un procureur tous les jours devant les gendarmes. C'est possible qu'ils viennent tous les jours, chaque fois qu'ils peuvent venir faire le contrôle. Mais le premier contrôleur de la qualité de travail des gendarmes, c'est dans une brigade d'abord, c'est le commandant de brigade. Au-dessus de lui, c'est le commandant de compagnie, commandant de groupement, commandant de région. C'est à nous de corriger, c'est à nous d'avoir un droit de regard sur ce qu'ils font les gendarmes. Parce qu'on a plus de possibilités de réprimer, de corriger, d'accompagner, d'éduquer nos gendarmes que d'autres autorités. C'est là le problème. Bien. Colonel Bala Samoura, directeur. Allez-y, madame. Alors, moi, je voudrais une autre précision, par exemple. À supposer que nous soyons dans un dossier, les OPJ mènent les enquêtes. Généralement, après les enquêtes, ils réfèrent directement le dossier au niveau du procureur. Par exemple, nous avons des cas où on dit que le dossier a été déféré au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Là, c'est le procureur. Administrativement, est-ce que c'est pas différent, mon colonel, le travail administratif qui est fait et les procédures d'enquête judiciaire qui sont menées par ces OPJ-là? Parce qu'on dit que vous êtes... c'est ça. C'est quasiment pareil. On dit que vous êtes l'autorité administrative et non l'autorité judiciaire. Donc, c'est de faire cette part des choses. Et en même temps, on dit que vous n'êtes pas le directeur des activités des OPJ, donc pas le procureur de la République, que ce que vous faites, c'est comme si vous étiez un parquet. C'est ce qu'on vous reproche. Non. Imaginez ce que je dis. Efforcez-vous juste à comprendre ce que je suis en train de dire. Pour que monsieur le procureur ait un dossier propre, fait dans les règles de l'art, sachant bien que la forme tient sur le fond, cette forme-là, c'est au commandant d'unité de faire en sorte que l'OPJ reste dans le cadre de la procédure. Ça, c'est à nous, ça. Ça relève à nous, que la loi le dise ou pas, mais c'est ça le rôle de la gendarmerie, les commandants d'unité de la gendarmerie. Si on ne le fait pas, mais ça va aller dans tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, c'est notre image, c'est nos efforts qui sont foulés au sol. Tous les parquetiers, prenez votre temps, allez-y tendre vos micros au procureur. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à ce qui doit être fait, ils vont vous le dire. Bien. Le premier contrôleur, le contrôleur interne de l'activité des officiers de police, c'est bien sûr le commandant de cette unité. Voilà, allez-y, madame. Qu'en est-il de la convocation de citoyens au haut commandement de la gendarmerie nationale? On voudrait être éclairé là-dessus. Bon, vous viendrez un jour me visiter pour voir les difficultés dont on est confronté aujourd'hui en termes d'infrastructure. Tout est en rénovation ici. Donc, ça veut dire que tout simplement... Moi, ce qu'ils disent là, c'est trop banal. J'ai vraiment pas envie de me retrouver tous les jours. Je suis en train de me justifier. Moi, mon temps ne me permet pas de m'asseoir devant un citoyen. Comment tu t'appelles? C'est quoi qu'on t'a fait? C'est quoi ton... Faire une audition? Mais ça va être la folie. C'est pas possible. Mais une personnalité qui vient, qui doit se faire entendre par les officiers de police judiciaire, c'est mon rôle, madame, de mettre cette personnalité en confiance par rapport au travail qu'il attend, qu'il doit faire. Moi, je fais du monitoring. Je suis obligé aujourd'hui d'aller... Je m'en fous, d'une part, vous le verrez, les gens me voient en poussière en bas. Ah, bah là, avec son galon, son titre, il est à gauche, alors non. Mon galon, sans mon activité, sans un bon travail, sans un travail qui soit fait dans les règles de l'art, mon galon, moi, je dis, il n'a pas de valeur. C'est pour cela que je serai partout où je peux porter de la qualité de travail à mes gendarmes, où je peux les conseiller, où je peux les guider, où je peux même faire de l'exemple pour qu'ils le sachent. Je prendrai, pour quelle folie, je prendrai un bic, moi, sur un citoyen, de l'auditionner. Je n'ai pas ce temps, madame. Mais si un gendarme doit passer l'audition d'une haute personnalité qui est déjà dans un autre monde, qui pense qu'on est en train de faire ceci, qu'on va le faire ça, parce qu'ils ont affaire à des militaires, et je me fais ce petit devoir de laisser voir le citoyen ou cette personnalité dans mon bureau, lui dire clairement de quoi s'agit-il, lui mettre en confiance que tout se passera bien. Demandez au frère Khalil, qui est passé ici, s'il a été une fois insulté, s'il a été privé de ceci, s'il a manqué, il a fait l'objet d'un manquement. Appelez-le, mettez-moi en contact avec lui. Voilà. Colonel Bala Samoura, en direct ce matin, il brise le silence évidemment chez les juges. Justement, alors sur le cas Lilou, puisqu'on allait vous poser la question, est-ce que ça relève de vous d'appeler un homme comme Lilou, déjà à des heures indues, vous l'appelez, vous le convoquez, est-ce que ça relève de votre compétence? Exactement. Parce qu'il a passé sa garde à vue exactement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez relève de vous? Vous parlez à un gendarme, ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi clair. Lilou n'est pas n'importe qui. Moi, j'appelle, je suis connu avec tout le monde, je suis quasiment en bonne relation avec tout le monde. Je fais quoi? Mon frère, j'étais intéressé de tel dossier.
est-ce que ça vous convient de venir échanger avec les gendarmes? Oui. À quel jour? Même maintenant, vous voulez, je viens, j'ai pas de problème. Le gars vient, on lui présente la situation, il va se voir avec les enquêteurs, il donne sa version des faits. Parce que la règle, la loi voudrait que quand tu convoques quelqu'un, il faudra mettre le motif de la convocation dedans. 80% des cas guinéens se voient choqués quand tu mets dedans, on vous appelle pour complicité de viol, on vous appelle pour complicité de détournement ou pour complicité d'abus de confiance ou pour abus de confiance. C'est là, le jour où j'adresserai une convocation à vous là-bas pour vous dire que vous êtes complice de viol, mais vous allez voir ce qui va se passer. Colonel Bala Samoura en direct, allez-y, Ahmed Kourma. Mon colonel, personne, enfin ici sur le plateau, je pense pas qu'on vous enlève le droit de convoquer un citoyen. Mais la question est-ce que les droits, justement, puisque vous parlez de Lilou, est-ce que les droits de Lilou dans l'enceinte de Khalil, Ibrahima Khalil Kaba, dans l'enceinte de la gendarmerie que vous commandez, ont été respectés? À savoir, attendez mon colonel, donnez-moi 2 secondes, je finis ma question. Non, je finis ma question. Non, laissez-moi finir. Je sais que vous avez compris, mais laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Est-ce que les droits du citoyen Khalil Kamara ont été respectés? Khalil Kaba, pardon, ont été respectés. A-t-il eu accès à son avocat? Sa femme sa famille a-t-il pu le visiter? C'est ça la question qu'on vous pose. Quel que soit l'officier de police judiciaire aujourd'hui, je ne parle pas d'autres officiers de police judiciaire, mais au niveau de la gendarmerie, c'est le B.A.B.A.R. Les derniers sortants de l'école, des officiers de police judiciaire, ils le savent, un citoyen est devant eux. S'il est question de déclencher une enquête contre eux, c'est la première chose qu'on décline. Avez-vous besoin de votre avocat? Donc vous êtes en train, mon colonel, vous êtes en train de nous dire ce matin que monsieur le ministre Khalil a eu droit à la visite de son avocat et qu'il a pu voir sa famille pendant la garde à vue. Avoir la visite physiquement et ne pas avoir la volonté de la voir, il ne faut pas confondre les deux, Ahmed. Qu'est-ce que vous appelez avoir la volonté de la voir ou pas? Moi je comprends pas, je suis un peu perdu là. Parce que son avocat est... Alors, non, c'est pas compliqué. Nous, on se fait l'obligation de décliner, parce que la plupart des citoyens ne savent pas tout cela. On se fait l'obligation de décliner dès qu'on a en face un citoyen. Monsieur, est-ce que vous avez besoin de ça parce que vous avez droit? Est-ce que vous avez besoin de ça parce que vous avez droit? Est-ce que... Ça, c'est le B.A.B.A.R. C'est la rentrée en matière, ça. Le colonel... Ouais. Colonel Bala Samoura en direct, allez-y Ahmed. Excusez-moi mon colonel, je suis désolé, je comprends que vous me dites que c'est le B.A.B.A., je comprends tout ça, effectivement tout gendarme sorti d'une école, c'est que la question précise mon colonel à laquelle vous ne répondez pas, c'est parce que nous on a eu l'avocat du ministre à l'antenne, je suis désolé, on l'a eu, il nous a précisé qu'il n'avait pas accès à son client et nous avons été choqués. Donc la question que je vous pose ce matin elle est claire, est-ce que Khalil pendant sa garde à vue a eu accès à son avocat? C'est simple mon colonel. Je ne peux pas vous dire clairement le nom de l'avocat de Khalil, mais un avocat m'a appelé quand j'étais en dehors de mon service, qui voulait me parler à propos de Khalil. Moi, j'étais à un rassemblement. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, rappelez-moi dans 10 minutes. Cet avocat, il ne m'a plus rappelé. Je n'ai pas pris son nom, mais peut-être il m'entend. Il m'a appelé une seule fois, il m'a parlé de Khalil. Il dit qu'il veut me parler à propos du ministre Khalil. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis à un rassemblement, appelez-moi dans 5 ou 10 minutes. Depuis lors, on m'a plus appelé. Voilà, c'est aussi ça, allez-y. Ouais. Nous, on est gênés, une fois de plus, Ahmed, on est gênés de se retrouver face à un citoyen en audition sérieuse qui ne soit pas assisté d'un avocat. On est gênés. Maintenant, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Mettons la barre à terre. Aujourd'hui, c'est là mon rôle. C'est là mon rôle aujourd'hui. Qu'un citoyen qui soit interpellé à la gendarmerie, on va lui notifier dans un premier temps tous ses droits. Voilà, d'accord. Non, j'ai pas besoin de mon parent. Allez-y, Thomas. Alors, colonel, au début, Djiba posait une question qui me semble incarner le nœud de toute cette discussion. C'est le propos de Charles Reid qui dit que le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Or, pour entendre un accusé de quoi que ce soit, c'est souvent l'œuvre, en termes d'investigation judiciaire, d'officier de police judiciaire. Qui répondez-vous? Est-ce que oui ou non, vous êtes un officier de police judiciaire?
Je vous laisserai le temps vous-même de le lire. Je ne serai pas là de vous dire qui je suis. Une fois de plus, officier de police judiciaire, là où il a des soucis, mon temps ne me permet pas d'auditionner un citoyen. Tout son problème, c'est là-bas. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps pour ça. Mais il ne peut pas dire qu'un officier de gendarmerie, que ce soit Bala Samoura ou pas, un officier de gendarmerie n'est pas un officier de police judiciaire. Le seul obstacle, il le sait, tout le monde le sait, compte tenu de la spécificité du profil des gendarmes engagés en maintien d'ordre. Il ne peut pas faire le maintien d'ordre et après se retrouver encore auditionner les mêmes personnes qu'ils ont interpellées. La loi, elle est claire là-dessus. Alors, j'ai pas bien compris la réponse. C'est vraiment une question de type oui ou non, colonel. Est-ce que, parce que j'ai souvent entendu, même avec le général Baldé, qui disait je suis le premier gendarme de la République, je suis au service de la justice. Est-ce que vous êtes un officier de police judiciaire, oui ou non? À 100%. Voilà, aussi simple que ça. Allez-y, Antoine Kourouma. Le premier, hein? Oui. Le premier même. Oui. Le premier officier de police. Le premier officier de police judiciaire, voilà, il l'a dit. Mon colonel, vous semblez ne pas reconnaître les accusations portées à votre encontre. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été cités bien avant le cas Lilou. Il y a le cas Sadou Nimaga, il y a le cas de Ahmed Kanté, dont l'épouse, dans la presse, avait fustigé le fait que son mari n'ait pas eu droit à une convocation, qu'il a été séquestré pendant des jours dans vos locaux. Dites-nous, est-ce que tout ce que les gens disent par rapport aux séquestrations et aux convocations qui ne sont pas dans les règles de l'art, est-ce que tout ça c'est des inventions, mon colonel? Voilà, je ne serai vraiment pas là pour traiter tous ces cas-là one by one, mais rassurez-vous, et nos portes sont ouvertes. Dès que vous apprenez qu'il y a un manquement à la procédure... Non, mon colonel, la question est précise, répondez à la question. Les grandes gueules. Le cas Ahmed Kanté, le cas Nimaga, ça a été des cas illustratifs de ce que nous disons. Ils disent avoir été séquestrés chez vous. Ahmed Kanté n'a jamais fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Il n'a jamais dormi à une gendarmerie. S'il a dormi dans une gendarmerie, qu'il envoie la preuve. Demandez-le. Voilà. D'accord. La dernière question, mon colonel, c'est lié aux casses des bâtiments actuellement. Depuis vendredi, on a vu des casses des bâtiments à la Kamayenne, à Dixine. Dites-nous sur la base de quoi ces mesures sont exécutées, parce que on vous accuse. Merci, je vous souhaite bonne journée. Non. Mon colonel, vous n'allez pas lâcher ça comme ça, c'est pas possible. Je sais que c'est une patate chaude, mais bon, non, c'est une patate très chaude. Il n'y a pas de patate chaude chez moi, David. Non, mais je comprends très bien, parce que si vous ne voulez pas répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Voilà. On aura l'occasion peut-être de vous inviter ici. Dernière question, Madame Hiro, dernière question. Moi, j'ai relevé quelque chose dans vos propos, mon colonel. Le simple fait qu'on soit obligé de passer par vous, parce que vous avez dit, c'est pas vous qui avez notamment auditionné Lilou, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais le simple fait qu'on soit contraint de passer par vous pour que l'avocat ait accès à son client, est-ce que ce n'est pas un problème? Parce que ça veut dire que si vous êtes occupé, l'avocat ne peut pas avoir accès à son client. Normalement, les autres qui sont là devraient être censés comprendre que le client a forcément, nécessairement besoin de son avocat pendant l'audition. Oui ou non? Et pour enchérir sur la même question, puisque vous partez... Imaginez que le terme contrainte soit une réalité, pour dire que les gens sont contraints à passer par moi. Sur tout le territoire national, c'est-à-dire aucun procureur, aucun avocat n'a accès à un citoyen qu'il faut passer par là. C'est pas ça, madame. Vous avez pris au mot tout à l'heure. Vous avez dit que l'avocat vous a joint, que vous ne savez pas s'il a essayé de vous joindre plus tard. Pourtant, lui, il a dit qu'il a voulu avoir accès à son client. Il n'a pas pu. C'est la question que je pose. Est-ce que ce n'est pas une contrainte pour ce cas spécifique? Il était obligé de vous appeler, vous, pour avoir accès à son client. Est-ce normal en matière de droit? Tout gradé, tout commandant d'unité, tout chef gendarme a possibilité de s'inviter dans ces genres de blocage dans une unité de gendarmerie. Moi, je ne fais pas de frontière pour ça. Ils peuvent joindre n'importe qui, ils peuvent
il peut même exiger aux gendarmes de laisser voir son client. Parce que les gendarmes, il est conscient que c'est le droit. D'accord, mon colonel, il y a un juriste qui dit que il faut une habilitation de la part du procureur général. Qui est renouvelée chaque année. Cette habilitation est renouvelée chaque année. Le procureur qui doit l'habiliter dit clairement qu'il n'est pas OPJ. Je sais qu'ils sont assis derrière, ils sont en train de vous écrire, mais être officier de police judiciaire et pouvoir l'exercer dans une période donnée, c'est pas pareil. Voilà. Mon colonel, dernière question, s'il vous plaît. Moi, que répondez-vous? Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vous substituer à la justice? Bon, imaginez un peu que tous les jours, moi, je suis là en train de répondre one by one à ce point. Suivez-moi, prenez vos micros, vous me suivez. Vous allez voir ce que Bala Samoura fait. Bien. C'est ce qu'on va faire jeudi d'ailleurs, hein, si vous permettez, mon général. On va vous suivre. Partout vous entendez que je suis en train de travailler, envoyer des émissaires qui me suivent, sans même me faire savoir qu'ils sont là. Mon colonel, alors je prends acte de l'invitation et je vous promets de venir la prochaine fois avec une caméra pour vous suivre dans votre travail. Caméra cachée, je souhaite. Merci beaucoup en tout cas, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était donc le colonel Bala Samoura en direct chez les GG. L'émission continue. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.